Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission de formation Masterclass Santé consacrée aujourd'hui à la scoliose idiopathique de l'enfance à l'adulte. Pour vous apporter un éclairage sur le sujet, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Eric Ebermeyer. Docteur, vous êtes médecin rééducateur spécialisé dans le rachis, vous exercez au centre orthopédique Santi de Lyon et à l'unité rachis du CHU de Saint-Étienne. Vous êtes membre de la Société française de médecine physique et de réadaptation et membre du groupe d'études de la scoliose. Vous avez également une activité d'enseignement à l'école de kinésithérapie et à l'université de Saint-Étienne. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci docteur et merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais tenter de vous faire partager mon expérience et puis toute ma passion à traiter ce sujet. J'ai voulu qu'on parle de la scoliose de l'enfance à l'adulte parce que c'est vraiment une donnée transversale. On ne peut pas traiter l'enfant sans connaître les conséquences, et on en parlera beaucoup, à l'âge adulte. Quand on va imposer des traitements lourds, des corsets, des enfants qui ne demandent rien à personne, il faut savoir pourquoi on le fait, et je pense que c'est important pour un médecin ou une équipe d'avoir ce lien avec l'adulte. Pour moi, la scoliose, c'est d'abord peu enseigné pendant les études médicales. J'ai pratiquement découvert la scoliose quand j'ai fait mes premiers stages de l'internat de médecine physique. J'ai eu la chance d'intégrer le service du docteur Mouissou à Saint-Étienne, qui était un service qui était là depuis qu'elle avait monté, avec docteur Picot, qui était chirurgien, avec elle au départ, puis docteur Graff. Une équipe dédiée à la prise en charge des déviations vertébrales de l'enfant et de l'adulte. J'ai fait un premier stage, ça m'a passionné, j'ai fait un deuxième stage et j'ai eu l'opportunité à la fin de mon internat d'intégrer son équipe. Et surtout, et je pense que ça c'est un élément important, j'ai bénéficié pendant ces premières années, puisqu'elle est restée, elle a diminué son activité progressivement, de toute son expérience, de l'expérience de l'équipe, du chef d'atelier, de l'orthoprothésiste, du kiné. Voilà, ils communiquaient beaucoup. Vous avez parlé du groupe d'études de la scoliose. C'était vraiment une équipe qui communiquait beaucoup, Saint-Étienne, à ce niveau-là. Donc tout de suite, on était intégrés dans des équipes de recherche. On est allé au Canada sur des nouveaux corsets. C'était passionnant. Et puis j'ai pu bénéficier aussi d'expériences d'autres confrères. J'avais du temps, donc je suis allé voir ce qui se faisait ailleurs. Parce que vous verrez, la scoliose, on ne va pas la traiter, on va avoir les mêmes objectifs, mais on n'aura pas les mêmes moyens en fonction du médecin qui traite. Alors, il y a peu de médecins de médecine physique finalement, il y a beaucoup d'équipes chirurgicales, pédiatriques, qui vont traiter la scoliose. Et j'ai participé ici à Paris au premier diplôme universitaire organisé par le professeur Dubousset, qui est le maître de la scoliose, que j'écoute toujours avec énormément de plaisir. Il était présent à chaque cours, donc il relançait, c'était génial. On était une quinzaine, quelques médecins de rééducation, des chirurgiens, et voilà, j'ai appris beaucoup. Alors, la scoliose, on va rentrer dans la définition, c'est une déformation dite tridimensionnelle. Alors on peut reconstruire comme ceci à partir d'une radiographie de face, de profil, une vue de haut, cette déformation. C'est pas qu'une analyse dans un plan, donc on a dit plan frontal, on voit le dos de l'enfant, plan sagittal, vous verrez que ça a un impact sur les courbures sagittales de l'enfant, en général ça les atténue, et plan horizontal, ce qui fait souvent le signe pathognomonique de la scoliose, c'est cette fameuse gibbosité, quand l'enfant se penche en avant, une petite bosse, qui est liée à la rotation vertébrale. Donc les trois plans de l'espace. Mais on y reviendra. Et puis, la scoliose, on dit que c'est une origine plurifactorielle, on ne sait pas bien. On pense que c'est génétique. Parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a des familles à scoliose. Il y a des familles, quand un des parents a une scoliose au-delà de 20 degrés, il y a un risque de 20% supplémentaire que l'enfant présente une scoliose. Mais ça peut sauter une génération. Mais la recherche aujourd'hui se fait là-dessus. Voilà pour ce qui est effectivement une définition intéressante. Alors, elle est effectivement multifactorielle, hein, comme vous pouviez le dire. Alors, il y a des familles, il n'y a pas encore de gène qui est identifié clairement, il n'y a pas de facteur génétique clairement identifié. Mais c'est vraiment ce qui est en train de ressortir quand même. C'est un ensemble probablement de gènes qui sont facteurs favorisants. Mais il n'y a pas un gène, non, ça n'existe pas encore ça. Mais il y a des centres à Lyon, à Paris, qui recueillent
et qui nous demande de demander aux familles qui présentent des scolioses de participer à ça, parce que c'est comme ça qu'on va trouver justement cette... Bien sûr. Et cette on origine. évoquait initialement la scoliose idiopathique en opposition à justement d'autres origines, donc qu'il faut, je pense, d'abord mettre de côté. Voilà, Vous pouvez nous en dire un petit mot? Aujourd'hui, notre thème, c'est la scoliose idiopathique. Mais dans notre esprit, systématiquement, quand on a affaire à une déviation, le premier élément, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas affaire à une scoliose secondaire? Est-ce que ce n'est pas le témoin, cette scoliose, d'un problème malformatif, d'un problème neurologique, d'un problème tumoral, ou rentrant dans une maladie de système? Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on a systématiquement en tête. Et on s'est tous fait piéger dans notre histoire sur une scoliose qui paraissait idiopathique, mais qui ne l'était pas. Les douleurs étaient un peu différentes, parfois nocturnes, parfois inflammatoires. Voilà. Ça, c'est notre rôle d'avoir en tête à la première consultation cette hypothèse-là. Une fois qu'on a éliminé ça, parfois il faut des examens complémentaires, on peut partir sur l'idée de la scoliose idiopathique dans l'origine dont on a parlé. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, quels sont les critères diagnostiques de la scoliose? Alors, nous, et souvent dans mon rapport, quand je fais un courrier au médecin généraliste qui nous a envoyé un patient, je lui dis « Vous avez dépisté une vraie scoliose ». Elle n'est peut-être pas très importante, peut-être qu'en angle, elle n'est pas très importante. Mais une vraie scoliose, à la différence d'une attitude scoliotique, on verra tout à l'heure, une vraie scoliose, elle se surveille au cours de la croissance parce qu'à tout moment, elle peut évoluer. Donc on l'a dit, déformation plan frontal, plan sagittal, plan horizontal, c'est la définition doit comporter ces trois critères. Si on n'a qu'une déformation dans le plan frontal, ce n'est pas, pour l'instant en tout cas, une vraie scoliose. Alors ensuite, on la mesure par un angle, on y reviendra, ce qui est l'angle de Cobb. C'est réducteur parce qu'on va mesurer dans le plan frontal. Et on verra que plus tard, la recherche, ça sera justement d'avoir des angles ou des paramètres dans le plan horizontal, dans le plan sagittal et puis dans les trois plans de l'espace. Aujourd'hui, on se réfère encore à cet angle de Cobb qui est cette mesure de la scoliose dans le plan frontal entre les deux vertèbres limites supérieures et inférieures. Les plus inclinés, effectivement. Les plus inclinés, voilà. Et le seuil, quel est le... Alors, on pouvait nous rappeler éventuellement les seuils définis par la HAS pour retenir à la fois le diagnostic et sa caractérisation en affection de longue durée éventuellement. Voilà. Alors, le seuil, on dit 10 degrés. Donc, c'est ce qui est retenu. Au-delà de 10 degrés, on peut considérer aujourd'hui, si surtout on a ces déformations dans les trois plans, qu'on peut avoir affaire à une scoliose idiopathique. C'est une pathologie qui est reconnue au titre de l'ALD. Une longue maladie et prise en charge à 100%. Alors, les critères sont quand même beaucoup plus restrictifs pour cela. Au-delà de 30 degrés, on peut faire cette demande et c'est accepté en général pour 5 ans au cours de la croissance. Mais ça a été étendu à l'évolutivité, c'est-à-dire qu'on peut prendre une scoliose à moins de 10-15 degrés et puis l'argumenter avec 2 radios successives qui montrent que la scoliose a évolué, s'est aggravée. En général, c'est des radios qui sont faites à 6 mois d'intervalle. Et on voit à ce moment-là 4-5 degrés de plus. Et on peut argumenter pour dire c'est une scoliose à prendre en charge et on fait une demande au titre de l'ALD. Enfin, c'est une pathologie qu'on peut redemander à l'âge adulte au titre de l'ALD si on a une perte de taille importante, si on a un déséquilibre vers l'avant, si on a une évolution de l'angle importante, et si tout cela nécessite à nouveau un traitement corsé, voire de la chirurgie. Donc voilà les critères 10 degrés, et puis les critères de l'ALD qui sont un petit peu plus restrictifs, mais qui peuvent tout à fait s'argumenter, et quand on a l'habitude, ça ne pose aucun problème. Voilà. Alors vous évoquiez il y a quelques instants la distinction avec l'attitude scoliotique. Alors, comme nous allons le voir à l'image, je vous laisse nous décrire un petit peu et comment ne pas tomber dans l'écueil effectivement du surdiagnostic de l'attitude scoliotique. Exactement, alors c'est souvent le distinguo qu'on va faire d'emblée sur notre consultation. Est-ce qu'on a affaire à une vraie scoliose qui mérite tout ce qu'on va dire après, la surveillance, le risque évolutif à l'âge adulte, etc., de l'attitude scoliotique qui, elle, n'est qu'une déformation dans le plan frontal. C'est-à-dire
qu'on va avoir, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas d'impact sur les courbures sagittales, et on n'a qu'une déformation qu'on peut mesurer en angle de Cobb. On peut avoir 20 à 25 degrés d'attitude scoliotique, mais qui va être liée à un autre facteur. Alors, l'autre facteur, à nous de le retrouver, ça peut être effectivement une inégalité de longueur. Des membres inférieurs. Des membres inférieurs. Donc ça, dans notre cabinet, on a des petites planchettes, 4, 5, 7 mm, 10 mm, pour pouvoir rééquilibrer le bassin s'il le faut et voir si la déformation se réduit ou pas. Ça peut être une origine douloureuse. On peut avoir une attitude scoliotique douloureuse. Antalgique, parce qu'on a une douleur, une contracture, et du coup, on va se retrouver avec une attitude scoliotique. Il faut traiter la douleur. On peut avoir une origine autre, posturale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette origine posturale. Les pieds, les yeux, au niveau dentaire. On n'a pas de règles. Ça ne va pas déclencher une vraie scoliose, ça peut déclencher une attitude scoliotique. Donc après, à nous d'y répondre sur ces différents moyens, que ce soit les semelles, la rééducation parfois orthoptique, parfois on a une discussion avec l'orthodontiste, etc. Très bien, merci pour cette précision. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques rappels des données épidémiologiques de la scoliose? Alors, les études sont variables. Les études sont variables. On considère qu'il y a environ 2 à 3% de la population qui présente une réelle scoliose. Après, c'est une pyramide. De ces 2 à 3%, 10% seulement vont nécessiter un traitement orthopédique, c'est-à-dire un corset. Il y a beaucoup de... On ne va pas mettre un corset systématiquement. Nous, on a un centre, que ce soit à Saint-Étienne ou au centre Santi, où certains patients sont adressés pour scoliose. Ils ne vont pas tous sortir avec un corset, attention. Donc 10% de ceux dont on a dépisté une scoliose vont bénéficier d'un corset. Et puis 0,02% seulement, le sommet de la pyramide, vont bénéficier d'une chirurgie de correction, qui ne se fera pas très tôt, sauf cas exceptionnel, on en parlera, et qui se fera en général en fin de croissance. D'accord, et comment peut-on distinguer en fonction de l'âge les différentes scolioses? Alors ça c'est intéressant parce que on va classer cette scoliose, il y a plein de classifications, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je crois qu'il faut classer selon l'âge, selon l'importance, son grade, alors ça va être l'angle de Cobb, et puis on classera selon sa localisation et son degré d'évolutivité. Alors selon l'âge, on parle de scoliose infantile entre 0 et 3 ans. On le voit sur la diapo à gauche, on n'en suit pas beaucoup heureusement, mais on a des patients que l'on suit régulièrement. Il y a une petite exception qui est la scoliose du nourrisson, qui est une scoliose de l'immaturité, c'est-à-dire qu'elle va être présente à la naissance, pas forcément beaucoup de rotation, mais elle va disparaître assez vite, avant 6 mois. Une fois que la maturation se fait, une fois que le tonus redevient un peu plus correct. Donc, hormis cette petite exception, on va dire, la scoliose infantile, c'est une scoliose grave. Parce que c'est une scoliose qui, dans 60-70% des cas, bénéficiera d'une technique chirurgicale au bout du compte. Mais sûrement pas à cet âge-là. À cet âge-là, on va déjà mettre des corsets. Donc déjà à 6 mois, on va corseter cet enfant. La scoliose, ensuite juvénile, elle est aussi importante, c'est-à-dire que finalement, plus on découvre une scoliose tôt, plus il y a un risque quand même évolutif important. La scoliose juvénile, alors par exemple, je la vois souvent. Aujourd'hui, je revois maintenant des enfants de jeunes femmes que j'avais traitées auparavant pour une scoliose et qui sont inquiètes et qui vont m'adresser pour avis rapidement, 6 ans, 7 ans, leur enfant, surtout s'il s'agit d'une fille. On verra que la scoliose atteint plus les filles que les garçons. Et on voit apparaître à ce moment-là des débuts de scoliose, effectivement, à l'âge juvénile, donc entre 3 et 10 ans. On sait que ce sont des scolioses qui ont un potentiel évolutif important, notamment quand elles se situent dans la région dorsale. Et puis, nous avons ces scolioses pubertaires qui sont les plus fréquentes, celles qui se déclarent à l'approche de la puberté, avec souvent une évolutivité qui peut être très très rapide, à ce fameux point P de Madame Duval-Beaupère, mais voilà, on en parlera. Ouais. Mais voilà, donc c'est les plus fréquentes. C'est pas forcément les plus graves, on arrive plus facilement à les traiter, alors que les scolioses plus tôt sont quand même plus importantes et souvent nécessitent une collaboration médico-chirurgicale.
Très bien. Alors, vous citiez à l'instant effectivement le sexe ratio. Est-ce que vous pouvez Oui. nous en dire juste un mot, justement de ce sexe ratio Alors, le sexe fille-garçon? ratio, faut quand même qu'il y ait une scoliose au-delà de 10-15 degrés. Mhm. Mais au-delà de cette limite, on va dire, c'est 8 filles pour 2 garçons. Pourquoi? Il y a une relation hormonale. On a parlé de plurifactoriel, on a parlé de la génétique, on a parlé euh, euh, peut-être aussi d'anomalies neurologiques à minima, mais on ne sait pas bien. Euh, une origine hormonale aussi peut-être en cause. D'accord. Vous nous avez fait part d'une première classification qui est assez chronologique en fonction de l'âge. Il y a aussi une classification en fonction du grade que vous évoquiez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça reste aujourd'hui, je dirais, la façon de classer la scoliose. Vous avez une scoliose à 10 degrés, à 15 degrés. Donc le grade, c'est selon l'angle de Cobb. Après, peu importe, grade 1, grade 2, on l'utilise très peu en pratique courante, mais on va dire, notamment par exemple quand on fait le screening pour nos consultations qui ont des délais, on demande au secrétaire de demander aux parents, lisez-moi le compte-rendu du radiologue. Si c'est une scoliose à 15-20 degrés, oui, on va lui donner rendez-vous assez rapide. Si c'est une scoliose à 4-5 degrés, on va peut-être attendre quelques temps, l'orienter en kinésithérapie, le revoir qu'au bout de 6 mois. Donc ce grade, donc cet angle de Cobb, c'est une des premières classifications. Alors c'est sûr qu'en dessous de 10 degrés, on considère que c'est pas grand-chose. Entre 10 et 20 degrés, un petit peu plus. Au-delà, c'est des scolioses un peu plus sévères. Au-delà de 40 degrés, on va se poser la question de la chirurgie. Voilà. D'accord. Et cette dernière façon de caractériser les scolioses, que sont finalement la localisation sur le rachis. Voilà. Donc on a dit, on est sûr que c'est idiopathique. On a dit l'angle à peu près. Alors après, nous, on va le remesurer peut-être différemment de ce qui a été mesuré par le radiologue, mais on est sur une scoliose 15-20 degrés. L'âge de découverte, donc on va être plus vigilant sur un âge infantile et avant 10 ans. Et puis, sa localisation, parce que dépendra de cette localisation son évolution plus tard. Donc on va dire lombaire, et ce sont elles qui vont nécessiter, je dirais, une surveillance accrue, parce que les conséquences à l'âge adulte, on le verra, sont plus importantes. Dorso-lombaire, donc qui concerne la région de cette charnière dorso-lombaire, ça va avoir souvent un impact sur les courbures sagittales, important, donc parfois un impact sur les douleurs. Dorsale, donc les scolioses dorsales, ce sont celles qui sont les plus évolutives, qui peuvent nous échapper, même avec un traitement orthopédique bien conduit, et qui peuvent justement devoir bénéficier d'une chirurgie. Donc méfiance sur ces scolioses dorsales infantiles, on s'en méfie beaucoup. Et puis il y a des scolioses doubles, on peut avoir une courbure lombaire et une courbure dorsale. Si elles sont à peu près de même angle, on va parler de scoliose double majeure. On peut avoir des scolioses triples, des scolioses dites serpentines. Voilà. Donc la caractérisation de sa localisation, lombaire, dorso-lombaire, dorsale, plusieurs courbures, est importante dès le départ de cette évaluation. Effectivement, une fois qu'on a déterminé ces différents paramètres dont la localisation, ce qui va être important aussi, c'est le diagnostic d'évolutivité. Et là, vous évoquiez un premier outil que je vous laisse nous décrire un peu plus, notamment en fonction de la croissance de l'enfant. Alors, il faut qu'on sache où est l'enfant dans cette période de croissance, où il se situe. Alors surtout sur ces scolioses à l'approche de la puberté. La scoliose, on va la dépister chez les jeunes filles souvent entre 10 et 11 ans. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être très très vigilant. Alors une des façons de voir l'évolutivité, c'est de faire des mesures répétées. Souvent c'est entre 4 et 6 mois. Donc on ne va peut-être pas se précipiter tout de suite pour inquiéter, pour mettre en place un traitement quand on a une scoliose qui est peu sévère d'emblée, mais on va la surveiller. Donc la surveiller, alors cliniquement on peut mesurer des paramètres, c'est pas toujours facile de les comparer l'un avec l'autre. On peut mesurer la taille assise et debout, c'est un élément facile, et on peut savoir si l'enfant grandit plus sur les 6 derniers mois au niveau des membres inférieurs ou au niveau du tronc. Vous savez que le début de la croissance pubertaire se situe d'abord au niveau des membres inférieurs. C'est pour ça que les jeunes filles à 11 ans ont l'impression qu'elles ont des grandes jambes, un tronc un peu disproportionné, plus petit. Et c'est quand ça va s'inverser, c'est-à-dire que quand on va passer d'une croissance des membres inférieurs plus importante que le tronc, et puis après ça va être l'inverse, qu'on va s'approcher de la puberté, c'est là où il faudra être beaucoup plus vigilant.
parce que la scoliose peut vite évoluer. C'était cette fameuse courbe de Madame Duval-Beaupère qui montrait le degré d'évolutivité qui pouvait être important. Qu'on voit bien effectivement à Voilà. l'image, Voilà. qui est importante. Alors, il y a un point un peu particulier sur ce graphique qui est nécessaire de prendre en compte. Alors, il y a la mesure radio aussi, donc Bien ce qu'on sûr. appelle le test de Risser. Alors, finalement, il est souvent un peu tardif. Le Risser, c'est le degré d'ossification de la crête iliaque. Avant, on mesurait très fréquemment une radiographie de la main gauche et l'âge osseux. On s'est aperçu que finalement l'âge osseux était rarement en phase avec l'âge chronologique. Donc faire un âge osseux à un instant T, ça n'a aucune valeur. Faire un âge osseux répété, ça peut avoir de la valeur. Et d'ailleurs, plus la scoliose est grave, plus on sait qu'on a un retard de maturation osseuse. Donc souvent les jeunes filles sont réglées plus tard. Donc là aussi une relation hormonale. Le test de Risser, c'est plus facile. Sur votre radio de colonne totale, vous regardez le bassin et on va classer Risser 0, on voit pas de point d'ossification. Risser 1, on voit un petit point d'ossification sur le côté. Risser 2, c'est là où apparaît en général les premières règles chez la fille. Risser 3, la taille grandit plus beaucoup après la croissance se situe au niveau du thorax et du bassin. Et Risser 5, c'est la fin de la croissance. Et vous voyez que si on a une scoliose qui nous est adressée à Risser 3, on ne peut plus bénéficier d'une prise de taille importante pour traiter la scoliose parce qu'on est déjà un peu trop tard. Donc, se fier qu'au Risser, ça serait dommage. C'est important pour nous dans le suivi du traitement orthopédique. Je dirais que c'est plus important pour décider à quel moment on peut lâcher un petit peu l'affaire et qu'on peut réduire le temps de port du corset. C'est important, effectivement. Et en pratique clinique quotidienne, quelle est l'implication justement du diagramme Duval-Beaupère que vous expliquiez précédemment? Est-ce que c'est un outil qui est utilisé fréquemment pour donner un potentiel d'évolutivité? Non, c'était simplement pour illustrer, pour dire et pour informer pardon, les médecins d'être vigilants sur cette période-là, informer les parents de dire bien revenez me voir, c'est important. Là, on est dans cette phase, regardez, on peut montrer le diagramme parfois aux parents, dans cette phase où ça peut évoluer très vite. Donc oui, mais on ne l'utilise pas, voilà, c'est plus pour illustrer que cette phase pubertaire, à l'approche de la puberté, entre Risser 0 et Risser 2, c'est la phase cruciale, et on verra sur le cas clinique où tout se joue, effectivement. Où tout se joue. Quels sont les enjeux et les conséquences en l'absence de prise en charge, justement? Alors ça, c'est intéressant, parce que pourquoi on traite? C'est toute la question. Pourquoi on impose finalement des traitements aussi lourds à des enfants qui demandent rien à personne, des adolescents qui sont dans d'autres, souvent ils n'ont pas de plainte douloureuse, ils n'ont pas vu qu'ils avaient une scoliose. C'est leurs parents, ils disent ah j'ai vu quelque chose. C'est le prof de danse, c'est en natation, tu as une petite asymétrie, c'est le médecin du sport à l'occasion c'est le médecin généraliste qui dit ah j'ai vu une gibbosité, je t'adresse chez le spécialiste. Et on va imposer, parce que nous on sait les conséquences plus tard, quelque chose qui va être perturbant, forcément, on en parlera. Donc il faut connaître effectivement les enjeux de cette prise en charge. Alors, premier enjeu, il est d'ordre esthétique. Scoliose, plus elle est importante, on voit sur ces diapos. Alors ça dépendra de sa localisation, ça dépendra si on a deux courbures équilibrées ou pas, mais une scoliose, ça traîne une gibbosité. Donc quand on va se pencher en avant, on va avoir une bosse. Ça peut créer un déséquilibre entre le tronc et le bassin. Donc on voit un pli de taille qui va être plus formé que l'autre. Mais tiens, c'est bizarre. Et ce n'est pas une inégalité de longueur, c'est la scoliose qui génère ça. Moins visible, ça peut entraîner une perte de syphose au niveau dorsal, donc un dos creux au niveau dorsal. Voilà. Donc, contrainte esthétique, et on peut l'expliquer. Et d'ailleurs, on fait des photos au départ. Et on fait des photos à l'arrivée, ou régulièrement, pour montrer l'évolution esthétique quand on va traiter un enfant. C'est très très important, parce que lui, il ne voit pas son dos. Donc, alors, il y a des outils aujourd'hui, on en parlera sur des mesures... Sur les actualités, effectivement, thérapeutiques et diagnostiques. Mais auparavant, avec Madame Mouisseau, premier stage avec Madame Mouisseau en 92, elle avait un Polaroid. Et on faisait des photos qu'on mettait dans le dossier avant, régulièrement pendant le traitement et après pour voir comment ça évoluait. Mais alors justement, j'imagine que la médecine physique de réadaptation n'est pas de la médecine esthétique. Donc quelles sont les autres conséquences au-delà de l'aspect disgracieux? Alors ça peut être des conséquences respiratoires. Des scolioses dorsales importantes, forcément, on a dit impact sur les courbures sagittales, donc perte un petit peu de la syphose dorsale.
Et forcément, du côté de la convexité, les côtes vont s'affaisser. Donc, la capacité respiratoire va s'en retrouver réduite et on a une insuffisance restrictive. Bon. Mais ça va concerner des scolioses au-delà de 40-45 degrés. Attention, pas toutes les scolioses. Et puis, les conséquences peuvent être douloureuses. Alors là, c'est toute la question. On peut avoir des patients qui ont l'absence de scoliose, qui ont un dos parfaitement droit, il n'y a aucun souci de déviation, puis qui ont des douleurs majeures. Et à l'inverse, on peut avoir des patients qui ont des scolioses majeures, qui n'en souffrent pratiquement pas toute leur vie. On sait toutefois que certains types de scoliose, notamment les localisations lombaires, les localisations dorso-lombaires, sont susceptibles d'entraîner plus que la normale des douleurs dans la concavité de la courbure, du fait que les disques sont soumis à des contraintes importantes. On peut comprendre, dans la concavité, ils sont soumis à des pincements. Il y a cette fameuse rotation, cette torsion. Et la scoliose, dans ces localisations-là, peut continuer surtout son évolutivité à l'âge adulte. Et cette évolutivité à l'âge adulte, notamment sur les scolioses lombaires et dorso-lombaires, elle va concerner deux choses. D'une part, ce qu'on appelle au-delà d'un certain angle, ça va être cette fameuse dislocation rotatoire. Donc c'est une expulsion de cette vertèbre sommée. Il y a tellement d'angles, on se retrouve avec une scoliose à 35, 40, 45 degrés, que cette vertèbre sommée, là où il y a le plus de torsion de rotation, va glisser sur le côté. Donc cette dislocation rotatoire, source de douleur, source de rétrécissement du canal lombaire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on l'a dit, ces scolioses lombaires et dorso-lombaires, elles évoluent vers la perte de leur dose lombaire. Donc, progressivement, les patients se déséquilibrent vers l'avant. Donc ce déséquilibre vers l'avant, cette avancée de cet équilibre sagittal, cette projection vers l'avant, elle est une source de douleur, de tension, puisque les muscles spinaux sont en permanence sollicités pour essayer justement de pallier à ça. Et là, on intervient à nouveau chez l'adulte avec des corsets, avec parfois de la chirurgie pour essayer de rétablir l'équilibre. Donc, conséquences disgracieuses, conséquences respiratoires et conséquences douloureuses pour certains types de scoliose, celles sur lesquelles on sera le plus vigilant. Effectivement, alors chez le sujet âgé, on a aussi ces phénomènes de déplacement du centre de gravité. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, c'est une évolution qu'on dit camptocormique. C'est un grand mot. La camptocormie, c'est pas tout à fait ça. La vraie camptocormie, c'est une évolution vers l'avant parce qu'il y a une perte des muscles spinaux. Donc, c'est une évolution chez la personne âgée. Alors, il y a certaines maladies neurologiques, je pense au Parkinson, qui favorisent ça, mais même en l'absence de pathologie neurologique, on peut avoir ce déséquilibre vers l'avant. Bon. La scoliose a une évolution camptocormique, puisqu'elle va avoir le même processus sur les scolioses lombaires ou dorso-lombaires. Et cette évolutivité, comme on le voit sur cette diapo, est peut-être très importante et assez précoce. C'est le même patient qui avait une scoliose à 43 degrés à 16 ans et qui finit, vous voyez, à plus de 92 degrés à 46 ans. C'est une évolution parfois majeure. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir au niveau musculaire. Peut-être que plusieurs grossesses peuvent jouer, le travail, l'équilibre initial. On sait que quand on a une incidence plus faible, on a un risque d'une moins bonne adaptation de son bassin à ce déséquilibre antérieur. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir. On en parlera quand on parlera de l'équilibre sagittal. Mais voilà, ce degré d'évolutivité, il est important. Très bien. Doit-on traiter différemment les scolioses lombaires et dorsales, justement? Alors, ça découle de ce que, effectivement, je viens de dire. Parfois, on a une réponse au médecin généraliste en disant « Oui, il y a une scoliose dorsale à 25 degrés, je ne mets pas de corset. » Ah bon? Et la semaine dernière, on m'avait adressé une jeune patiente, elle avait 15 degrés en lombaire, elle était avec un corset. Oui, parce que des scolioses dorsales bien équilibrées, qu'on surveille bien, le corset peut être néfaste, peut aggraver le dos creux. Donc voilà, on se méfie, on surveille. Et si on voit que ça part, qu'on est dans cette période pubertaire et que ça part, à ce moment-là, il faut traiter. Il y a un des paramètres notamment qui va nous inciter à traiter, c'est ce paramètre de déséquilibre frontal.
C'est-à-dire que moi j'aime bien mesurer, que ce soit sur la radio ou cliniquement sur une photo, je fais une ligne le long des côtes, côté convexe, côté concave. Et on regarde, voit à l'image à l'instant. Et on regarde où cette ligne va tomber dans le bassin. Et si on voit que d'un côté cette ligne tombe hors du bassin et de l'autre côté dans le bassin, du côté de la concavité, on va essayer de rétablir cet équilibre. Donc là, c'est important. L'aspect, je dirais, de shift, de translation, c'est un argument pour traiter. Donc, retenez que les scolioses lombaires, on insiste sur ce dépistage précoce. Parce qu'on l'a vu à l'âge adulte, ce sont elles qui vont poser le plus de soucis. Et que, voilà, 10-15 degrés, on le verra sur le cas clinique, c'est déjà une scoliose importante pour nous au niveau lombaire. 10-15 degrés au niveau dorsal, on a le temps. Il n'y a pas d'urgence. Très bien. Si nous nous replaçons maintenant dans les conditions d'un cabinet de médecine générale, quels sont les éléments à rechercher à la fois à l'interrogatoire et à l'examen clinique dans le cadre d'une suspicion d'une scoliose? Alors, ça c'est l'élément primordial de notre activité, c'est le dépistage clinique avant tout. Alors, nos patients sont adressés souvent par le médecin généraliste, qui est celui qui aura déclenché le processus d'orientation en centre, qui aura déclenché la radiographie. Voilà. Il sera aussi le réceptacle peut-être d'un dépistage fait par un kiné qui aurait été vu pour autre chose, un médecin du sport qui aurait été vu pour un certificat, ou à l'occasion une infirmière scolaire. Voilà. Mais en tout cas, cette orientation vers nous, c'est souvent le médecin généraliste avec la radio de l'enfant. Bon. Cliniquement, nous on est munis, toujours aujourd'hui, d'un fil à plomb, d'une petite règle et d'un niveau, un maçon. Donc on a tout le temps sur notre bureau, voilà, un fil à plomb. Et même chez l'adulte, c'est intéressant d'avoir cette analyse-là. Même avec les outils perfectionnés d'aujourd'hui, on reste fidèle. Fil à plomb, petite règle, et puis un niveau. Le fil à plomb permet de mesurer la gîte. On l'a dit tout à l'heure, la désaxation dans le plan frontal. C'est ce qu'on voit à l'image, voilà. Effectivement. Est-ce que entre le milieu de C7, là on va mettre le haut de notre fil à plomb, et puis le pli interfessier, est-ce qu'il y a un déséquilibre? Là on peut le mesurer en centimètres avec notre petite règle. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va regarder l'équilibre des épaules et du bassin. Donc on est derrière l'enfant et on regarde si une épaule est plus haute que l'autre ou si le bassin, comme on le voit à l'image, est plus haut d'un côté. C'est peut-être une inégalité de longueur, auquel cas on a nos planchettes aussi à disposition pour équilibrer le bassin, puis on regarde si ça change quelque chose sur l'équilibre des épaules ou pas. Est-ce qu'il y a un autre moyen de dépister une anomalie, une asymétrie de longueur des membres, une autre méthode clinique pour le vérifier si on n'a pas forcément les petites talonnettes? Là, l'enfant est allongé et on prend un mètre ruban et on mesure entre le grand trochanter et la malléole externe d'un côté et de l'autre pour voir s'il y a une différence. Ou alors on utilise la radio, on parlera du système EOS qui permet d'avoir des mesures parfois de corps entier et qui nous permettra d'avoir des mesures très très précises sur justement cette inégalité éventuelle. Voilà. Donc on est sur l'axe frontal, le déséquilibre des épaules ou du bassin, et puis on va regarder l'enfant vu d'en haut. Et on va regarder si on a une asymétrie de rotation au niveau des épaules, si on a une épaule en avant par rapport à l'autre. Donc là, on a le paramètre, on va dire, horizontal, qui est lié à la gibbosité. Et puis, s'il y a une orientation également au niveau du bassin. On parle de rotation horaire ou anti-horaire. On ne met pas de chiffres, mais on dit voilà, il y a une rotation horaire du bassin et ici une rotation horaire au niveau des épaules. Autre paramètre important, c'est cette fameuse gibbosité. L'enfant va se pencher en avant. Alors attention, il doit être bien positionné au niveau des pieds, il doit avoir... alors, s'il est un peu raide au niveau des ischio-jambiers, il va se pencher très peu. On va lui faire plier un peu les jambes, ou on va le mettre au bord d'une table pour regarder. Parce que si l'enfant ne se penche pas assez en avant, on ne verra pas une gibbosité lombaire. On verra la gibbosité dorsale, la déformation costale est importante. Bon, gibbosité lombaire, il faut être, voilà, c'est plus discriminant, faire pencher plus, vraiment la rechercher.
Alors nous, quand on a un niveau, c'est bien. On peut utiliser également le fil à plomb pour voir s'il y a une différence d'un côté ou de l'autre, en ayant, si possible, d'avoir une glace avec des repères devant soi. Donc c'est le signe dit pathognomonique de la scoliose, puisque c'est lié à la rotation vertébrale. Et bon, après, peu importe la mesure, c'est plus une mesure pour nous dans les centres spécialisés, sur le suivi. Bien sûr. Dernier élément, je finis juste là-dessus sur l'équilibre. On a dit, on en reparlera, sur l'équilibre sagittal. L'équilibre sagittal, il est primordial, et en général sur une scoliose, la scoliose atténue ses courbures sagittales. Diminue une syphose, diminue une lordose. Donc on va mettre notre fil à plomb et on doit avoir, dans l'idéal, 2 points de contact au niveau sacré et au niveau dorsal. Et on doit avoir 2 flèches, donc traduisant la lordose lombaire, 30-40 mm, et la lordose cervicale au-dessus. En général, quand on a une scoliose dorsale, on perd le point de contact au niveau dorsal et l'enfant se déséquilibre vers l'avant. Donc cette mesure-là, répétée, elle est intéressante. Très bien. Pouvez-vous nous détailler un petit peu plus maintenant les stratégies des bilans complémentaires, avec notamment la place des nouvelles techniques d'imagerie que vous évoquiez, type EOS? Alors, il faut une radiographie de colonne totale. Que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, aujourd'hui, même un bilan, même quand il n'y a pas de scoliose, un bilan chez un lombalgique, c'est un message à faire passer. Et a senti, moi je vois beaucoup de patients lombalgiques qui n'ont pas forcément des scolioses aussi. J'ai besoin de cette radiographie de colonne totale pour mesurer des paramètres dont on parlera tout à l'heure. Des paramètres d'équilibre, plan frontal, plan sagittal. Cette radiographie de colonne totale, forcément, elle est un peu irradiante parce qu'on prend l'ensemble du tronc. Donc il y a eu un système issu des travaux de Georges Charpak, prix Nobel de physique, de stéréoradiographie. On rentre dans une cabine, comme une cabine de douche, et on a une radiographie dans la même position, de face et de profil, soit concernant l'ensemble du tronc, soit concernant de la tête aux pieds. Il suffit de le demander. Et l'avantage, en plus, c'est que cette radiographie irradie 10 fois moins que la radiographie initiale qu'on faisait jusqu'à présent. Ces centres se développent en France. Ça devrait être obligatoire pour les enfants, notamment. Bien sûr. À Saint-Étienne, il y a 5-6 ans, il n'y avait aucun centre EOS. Aujourd'hui, il y en a 3. À Lyon, il y en a une dizaine. Donc, à proximité des services de spécialité, il y aura un système EOS. Donc, il faut rechercher dans sa région et, si possible, ce n'est pas une obligation, mais si possible, orienter, quand on demande une radiographie de la colonne totale, sur un système de ce type-là. C'est vrai que ça paraît important, ça paraît un message clé, parce que la clé, c'est le suivi. Donc, c'est des enfants qui vont avoir des radios itératives. Et à titre purement d'exemple, la somme cumulée des doses reçues par tous les EOS en faisant des radios tous les 6 mois sur toute l'adolescence ne correspond même pas à l'irradiation d'un seul cliché voilà. de radio face profil classique. Donc c'est un message qu'on fait passer, nous, à nos secrétaires, en disant demandez à votre médecin qui vous prescrive, ou nous, on vous envoie l'ordonnance pour une radio EOS. Je crois que ça, c'est un élément important. C'est vraiment important, effectivement. Vous parlez beaucoup aussi de l'équilibre sagittal. Pouvez-vous nous préciser son importance dans la scoliose? C'est ce qui a un peu révolutionné, je dirais, ces dernières années, cette analyse de l'équilibre sagittal, la biomécanique du dos, au-delà de la scoliose, les pathologies vertébrales. Cette connaissance, alors, issue des travaux aussi de Mme Duval-Beaupère, qui avait montré cet angle d'incidence, et cette importance de l'équilibre sagittal dans l'éventualité des douleurs, dans la compréhension des mécanismes d'adaptation, il est primordial. Et comme la scoliose modifie tout ça, forcément, il faut en parler dans la scoliose. Il y a un paramètre qui est intéressant, qui est le paramètre incidence, cet angle d'incidence. Parce que c'est notre carte d'identité à chacun, au niveau de l'équilibre sagittal. On n'a pas le même angle d'incidence, et on va avoir cet angle d'incidence qui va se modifier un peu au cours de la croissance, mais finalement très peu, et qui va rester tout au long de sa vie. Il se répartit selon une courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on a 50 degrés en moyenne, et puis on a des extrêmes à 5-10 degrés d'incidence et 90 degrés d'incidence. On n'a pas le même type de dos du tout. Puisque cet angle d'incidence, qu'on ne peut pas changer, quoi qu'on fasse,
il va déterminer l'importance des courbures sagittales au-dessus. C'est la somme de deux paramètres qui sont, eux, variables, que sont ce que l'on mesurait autrefois, la pente sacrée, c'est-à-dire l'inclinaison du sacrum sur l'horizontale par rapport... c'est ce que l'on voit à l'image à l'instant. On trace sur S1 sur le sacrum, le long du sacrum, et on regarde par rapport à l'horizontale. Plus on a les fesses en arrière, plus on se met en antéversion, plus la pente sacrée augmente. Et puis la version pelvienne qui traduit le positionnement du sacrum par rapport aux têtes du fémur. Et donc plus je me mets en antéversion, plus je rapproche ce milieu du sacrum des têtes fémorales, et donc du coup plus je réduis la version pelvienne. Donc ces deux paramètres varient dans un sens contraire. La somme des deux, c'est l'incidence qui est constante. Donc en fonction de cet angle d'incidence, on a des conséquences biomécaniques qui sont bien différentes. Rossouli avait classé ces types de dos en 4 types de dos. Alors aujourd'hui, quand on va dans les congrès, si on dit j'ai traité un dos de type 1, on sait ce que c'est. D'autres proposent des classifications un peu différentes, mais le type de dos le plus normal, c'est le type de dos de type 3. C'est-à-dire que c'est celui où l'incidence est à 50 degrés, où les courbures sont plutôt harmonieuses. C'est ce qui est décrit anciennement dans les livres, avec une lordose. Il y a des abacs, aujourd'hui il y a des règles. En fonction de l'angle d'incidence, on sait quelle lordose idéale doit-on avoir et la syphose idéale que l'on doit avoir. Le type 1, c'est le dos le plus disharmonieux. Que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, on va s'en méfier. C'est un dos qui est à risque de douleur. Donc, parce que c'est une lordose courte, donc il y a des conséquences au niveau de la région lombo-sacrée, parce que c'est une syphose basse, il y a des conséquences dans la charnière dorso-lombaire, parce que c'est disgracieux, c'est une source vraiment de douleur, de déséquilibre postérieur. Le dos de type 2, c'est un dos qui est plutôt plat, une incidence pas très élevée, et lui, les conséquences seront essentiellement discales, hyperpression au niveau discal, ce qui veut dire qu'on voit plus de hernie discale chez ces patients-là. Et le dos de type 4, à l'inverse, c'est le dos avec une incidence élevée, qui lui, alors on va le retrouver chez des sportifs de haut niveau. Monsieur Rossouli avait montré que, par exemple en rugby, plus on arrive sur le haut niveau, plus on voit des dos de type 3 ou 4, mais pratiquement plus aucun dos de type 1 ou 2. Pas parce qu'ils ne savent pas faire du rugby, parce que biomécaniquement, ils ont un dos qui est moins apte à encaisser les chocs, à avoir une puissance aujourd'hui, une puissance terrible au niveau des muscles spinaux et des fessiers. Et donc, vraiment, la caractérisation de ce type de dos est importante. Et la scoliose bouscule tout ça. La scoliose va entraîner un dos plat là où il ne faudrait pas. Donc, il faut connaître déjà les paramètres idéaux, essayer de s'en rapprocher quand on va traiter, et savoir que la scoliose modifie un petit peu tout ça. Alors au final, quel doit être le rôle du médecin généraliste ? Le rôle du médecin traitant, il est primordial, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quand même lui qui va nous adresser le patient. Et voilà, il va se poser des questions. Il va dire à quel moment, à quel bon moment, si je le fais trop tard, on va me le reprocher, la famille va me le reprocher. Si je le fais trop tôt, je vais encombrer les services spécialisés, etc. Donc il doit avoir un rôle dans le dépistage, il doit avoir un rôle dans l'information auprès des parents. Je pense que ça c'est important parce que souvent les adolescents on ne les voit plus. Ils vont bien, ils ne font pas de sport. Le dépistage scolaire a pratiquement disparu sur la scoliose, alors que à mes débuts, j'avais des formations. On faisait des formations sur les infirmières scolaires, les médecins scolaires, chaque année. Aujourd'hui, c'est un domaine qu'on ne voit plus tellement. Et c'est pour ça que réapparaît aujourd'hui des scolioses très sévères qui sont passées inaperçues. Donc, le médecin traitant, au-delà de son examen à lui, il doit informer la famille, informer ses correspondants qu'il faut être méfiant dans cette phase-là, surtout s'il sait qu'il y a des antécédents familiaux de scoliose. Donc il va réceptionner toutes ces informations, organiser la radio, si possible la radio EOS, on en a parlé, et puis orienter à ce moment-là en centre spécialisé. Certaines scolioses ne vont pas nécessiter d'avis spécialisé, il va les surveiller. Il va orienter en kinésithérapie, il va redemander une radio à 6 mois, mais il faut qu'il insiste sur cette surveillance. On en parlera un petit peu plus tard.
La surveillance est essentielle. Que pensez-vous des récentes publications qui sont parues dans le JAMA début 2018, qui ont déclassifié de niveau D à insuffisant l'intérêt du dépistage de masse de la scoliose en soins primaires? Oui, alors il y a eu des discussions effectivement là-dessus. C'est quand même un critère, à mon sens, qui est purement économique. Effectivement, on ne dépiste plus. Alors, le dépistage, ça coûte cher. Faire des radiographies, ça coûte cher. Aller en centre, mettre en place des corsets. Et au final, on a vu que 0,02% de ces patients qui ont une scoliose vont nécessiter une chirurgie. Alors, pourquoi faire tout ça pour qu'au final, on opère très peu? Donc, ils se sont posé la question en disant peut-être que tout ceci ne vaut pas le coup. Je pense que, et c'est l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui, c'est de vous montrer que non, qu'il y a d'autres paramètres, que la scoliose engendre d'autres paramètres. Cette déformation tridimensionnelle engendre d'autres paramètres, pas simplement un angle, etc. Donc, reprendre un traitement qui impactera chez l'adulte, sa vie de tous les jours, ses loisirs, son travail, ça aussi ça coûte cher et c'est pas pris en compte dans ces paramètres-là. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire pas de dépistage de masse. Au contraire, nous on insiste sur le dépistage précoce. Justement, pour appuyer votre propos, une autre critique qui a pu être faite à cette étude, c'est notamment la comparaison de patients avec des stades Risser différents. C'est-à-dire qu'on comparait finalement des patients qui avaient déjà des potentiels d'évolutivité qui étaient eux-mêmes différents. Donc qui a tendance à amoindrir la puissance statistique de Forcément, tel on l'a dit, résultat. un Risser 3, il n'y a pratiquement plus de croissance. Donc on ne peut pas comparer avec une jeune fille de 8 ans qui a un risque évolutif important. Oui. C'était la grande critique de cette étude. Oui. Nous allons tout de suite rentrer dans la prise en charge médicale. Alors justement, quelles sont les prises en charge médico-chirurgicales qui sont possibles et surtout pour quel profil de patient? C'est l'élément, je dirais presque primordial de notre activité. Cette première consultation, adressée par le médecin généraliste, des parents inquiets, un enfant inquiet, parce qu'il va me mettre un corset, il ne demande rien à personne, il n'a pas mal au dos, on lui a dépisté une scoliose, il vient. Alors on doit, nous, être très vigilants. Cette première consultation, elle est primordiale. Et on doit prendre son temps, l'analyse clinique, son histoire, où il se situe. Donc on doit, dans cette consultation, être... Voilà, on doit avoir nos sens vraiment affûtés parce qu'on attend une réponse. Donc l'examen clinique, l'anamnèse, l'histoire familiale, où en est l'enfant de sa croissance. Après le grade, quel est le degré de la courbure qu'on va éventuellement remesurer. Quel est son impact sur l'équilibre sagittal, sa rotation. Et au final, voilà, on va avoir une réponse. On va dire, pour ce patient, moi je prends souvent un papier en disant, le traitement de la scoliose, c'est la kinésithérapie, c'est parfois le corset, et c'est parfois la chirurgie. Pour toi, tu n'auras pas besoin de chirurgie. Peut-être qu'un jour, mais aujourd'hui non, sûrement pas. La rééducation, tu as commencé par ça, c'est très bien. On n'a jamais montré que la rééducation, à elle seule, pouvait stopper l'évolutivité d'une scoliose. Mais par contre, à toutes les étapes de la prise en charge, elle est importante. Et puis le corset, c'est ce fameux tuteur qu'on va mettre en place, qui va accompagner la croissance de l'enfant. J'aime bien cette image de tuteur parce qu'on va mettre en place un corset sur un tronc finalement fragile, un peu déformé. Si on le met trop tard sur un tronc qui est trop solide, il ne servira pas à grand chose, hormis peut-être à traiter des douleurs, à rééquilibrer un petit peu, mais non, c'est un tuteur, il va guider. Donc nous, ce qu'on va t'apporter, si on décide un corset, c'est moins de disgrâce, ça se verra moins ta scoliose. Tu risques moins d'avoir une évolution plus tard, puisqu'on sait qu'il y a des facteurs seuils qui risquent de faire évoluer la scoliose. Donc voilà, on donne souvent cette image d'arbre qu'on redresse un petit peu. Alors ensuite, on va parler quand même de la mise en œuvre de ce traitement orthopédique. Elle est très dépendante des équipes. Donc vous soyez traité, les objectifs seront les mêmes, mais la mise en place du traitement est très différente. J'ai la chance de participer, d'être sur deux secteurs. Un secteur hospitalier,
avec toute une équipe et des corsets que l'on réalise chez nous. Des corsets en résine qu'on réalise dans le cadre de Cottrell, qui est impressionnant. C'est une salle de torture pour certains. On a essayé d'aménager, on le fait en musique maintenant. Les enfants viennent en musique, ils arrivent avec leur portable, leur musique. On a mis de la couleur, etc. Mais ça reste un cadre métallique, on s'allonge, on met des bandes de résine, etc. C'est un peu impressionnant. On est un peu les seuls en France à encore réaliser des corsets en résine que les enfants vont garder tout au long de leur croissance. Parfois c'est utilisé pour faire un moulage, parfois c'est utilisé encore avec des plâtres, où là, par exemple au centre des Massues, on fait encore des plâtres de 4 à 6 semaines dans ce mode-là. Et puis d'autres centres, je le vois à Santi, je n'ai pas toute cette infrastructure. On a un lien avec un orthoprothésiste qui fait des corsets, mais je pense que la présence du médecin est toujours importante. Le médecin doit être présent au moment du moulage. C'est mieux pour moi un moulage qu'une prise d'empreinte numérique. On voit la réductibilité que l'on peut obtenir. Et voilà, l'objectif final sera le même. Les moyens d'y arriver seront différents. À l'hôpital, on va mettre en place une éducation thérapeutique, ça se fait de plus en plus dans les centres, où on va, moi quand on dessine un traitement par corset, l'enfant va d'abord avoir un bilan pré-traitement orthopédique. On réunit les enfants qui vont avoir un corset, on leur explique, on leur montre la salle, on répond à leurs questions, à leurs inquiétudes, d'un côté les parents, d'un côté les enfants. Et puis il y a des ateliers de suivi de corset, de personnalisation du corset. Voilà. Je n'ai pas tout ça au centre Santi, mais je crois que ce qui est très très important, c'est la confiance des parents vis-à-vis du médecin, et l'orthoprothésiste joue un rôle également très important dans ce suivi-là. Voilà. Donc la mise en place est différente, les objectifs seront les mêmes. On nous pose souvent la question relative notamment au temps de port. Qu'en est-il et quelles sont les informations qu'on peut donner à ce sujet-là? Oui, le temps de port, c'était M. Dubousset qui me l'avait appris. Le temps de port, commencer par un temps nocturne, non. Il faut accompagner la croissance, on l'a dit. Donc il faut que le corset soit porté le plus possible au départ. Après, une fois qu'on a traversé une période difficile de croissance importante, qu'on a stabilisé, réorienté, on a accompagné, on a mis ce tuteur et que ça commence à regrandir dans le bon sens, là on va diminuer. Faire l'inverse, c'est très difficile. Commencer par un temps de port nocturne, puis lui dire au bout de 6 mois, ta scoliose va continuer à évoluer, il faut que tu te mettes tout le temps maintenant. Très compliqué. Donc non, je pense qu'il faut partir sur un temps de port permanent, d'emblée. Alors permanent, ça veut dire en gros 20 heures sur 24, c'est très bien, en lui autorisant toutes les activités sportives, sans restriction. Tu veux faire de l'équitation? Fais de l'équitation. Faire du rugby? Fais du rugby. Dès que tu fais un sport, tu enlèves ton corset, et dès que tu reprends, dès que tu reviens, tu remets ton corset. Donc le temps de port permanent. Il y a des corsets d'hypercorrection nocturne, moi je ne suis pas très favorable à ça. Il y a certaines indications, peut-être en fin de traitement, où ça peut être intéressant, en fin de croissance, mais pas sur un traitement au long cours. Non. Et si malheureusement ce traitement orthopédique n'arrive pas à atteindre ses objectifs et que la scoliose continue d'évoluer, à ce moment-là, c'est la chirurgie qui est proposée? Oui, alors la chirurgie ne va pas concerner toutes les scolioses, notamment chez l'enfant. Elle concernera surtout les scolioses dorsales, voire dorsales basses. On va pas, parce que la chirurgie, c'est une arthrodèse, on bloque le dos. Donc on va souder les vertèbres les unes avec les autres. Donc on va enraidir un segment qui était déformé en un segment plus droit, en respectant si possible les courbures sagittales, mais un segment plus rigide. Voilà, sur la diapo, vous voyez une scoliose qui est très importante en dorsale, mais également un peu en lombaire. Donc le chirurgien est obligé de descendre l'arthrodèse assez bas. Donc les espaces laissés libres sont faibles. Et c'est ça qui fera le pronostic de cette scoliose. C'est les espaces en dessous de l'arthrodèse et au-dessus de l'arthrodèse. Alors, la technique principale aujourd'hui, c'est celle, je parlais de M. Dubousset, puisque c'est grâce à lui, c'est la Cottrell Dubousset. C'est une technique de correction tridimensionnelle. D'une correction de face, il va en faire pratiquement une rectitude et au contraire va redonner de la syphose, donc de la capacité respiratoire. Il y a des techniques nouvelles aujourd'hui chirurgicales qui permettent d'opérer plus tôt.
une scoliose très sévère infantile, on peut mettre des tiges d'allongement. Et puis, un peu avant la croissance, un peu avant 10 ans, on peut mettre une sorte de câblage pour justement que la concavité grandisse et que la convexité grandisse moins. Ce n'est pas encore de pratique très très courante, c'est peut-être des choses qui se feront plus tard, mais quand même la principale technique, c'est celle-ci. Que ce soit dans le cadre des prises en charge orthopédiques ou chirurgicales, quels sont les critères de succès de la prise en charge? Alors, je reviens toujours à M. Dubousset parce que j'aimais bien, il mettait ses mains, c'était extraordinaire. Et je ne veux pas un dos droit, ce n'est pas le but. Et quand on voit des corsets aujourd'hui qui sont un peu porte-manteau, que les enfants sont comme ça, je dis mais c'est catastrophique. On ne va pas se fier qu'à l'angle de Cobb, on va se fier à l'équilibre global du patient. Et donc, c'est un compromis le corset. Il a des effets parfois négatifs, d'aplatissement un peu de certaines courbures, donc il faut qu'on essaie justement d'accompagner et d'avoir un dos le mieux équilibré de face et de profil, pas forcément un dos droit. Et ces facteurs-là sont mesurables ou identifiables? On peut avoir au-delà, j'imagine, de photographie, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de visualiser l'avant-après finalement? Alors, on utilise des techniques on disait les photos, aujourd'hui il y a le système Biomode qui est un système de mesure d'un capteur optique qui va mesurer, on va montrer à l'enfant comment tu étais avant, comment tu étais après, ça c'était des éléments importants. Et puis ces fameuses mesures sur les radiographies EOS de reconstruction tridimensionnelle à l'aide de vecteurs, comme on le voit ici sur la diapo, qui permettent effectivement d'analyser, on voit très bien cette correction en 3D. Donc oui, ça ce sont des éléments intéressants et on n'a pas de chiffrage encore. C'est plus une analyse visuelle, mais elle est intéressante à montrer parce que le corset doit aussi utiliser ces outils pour évoluer et se modifier et ne pas se fier simplement à un seul angle. Voilà. Justement, cette prise en charge qui est finalement assez ancienne, hein, la scoliose est une maladie ancienne, et quel est l'avenir de la prise en charge de cette maladie? Quelles sont les pistes, en tout cas, d'évolution? On parlait au début de notre entretien du rôle de la génétique. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui sort de plus en plus. De plus en plus, on adresse aux généticiens, donc ces fameuses familles à scoliose, pour cette étude-là. Donc probablement, dans les années à venir, vont sortir des choses à ce niveau-là. L'autre chose intéressante, c'est l'analyse tridimensionnelle. On a travaillé ici à Paris avec l'ENSAM, des ingénieurs de l'ENSAM depuis des années à Saint-Étienne. Cette reconstruction 3D et cette analyse 3D. Et ils vont sortir aujourd'hui un indice qui est merveilleux, qui est l'indice de sévérité. On prend une scoliose avec un système EOS, on en refait la reconstruction. Au début, ça prenait 1 heure, maintenant ça prend 10 minutes de reconstruction. Et cette reconstruction permet de mesurer certains critères, paramètres, qui donnent un indice de sévérité. Et c'est sensible à 90%, c'est spécifique à 90%. Donc on va savoir, à 8 ans, chez cette jeune fille, qui a une radio de 10-15 degrés, à 90% près, est-ce qu'elle sera évolutive ou pas plus tard? Donc ça, c'est primordial. Les facteurs prédictifs. Facteurs prédictifs. Nous, on a notre impression. Votre expérience. Voilà. Ouais. Mais là, on a quelque chose de plus réel. De palpable et de quantifiable. Et quantifiable. Donc ça, c'est l'avenir, oui. Et par rapport à ces techniques d'imagerie que vous évoquez, est-ce qu'il y a aussi des pistes d'amélioration, notamment du système EOS? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont à l'étude actuellement? On a parlé tout à l'heure de EOS qui irradiait 10 fois moins qu'une radio classique. Et aujourd'hui, on propose un EOS 7 fois moins irradié encore, qu'on va utiliser dans le suivi. Et il suffit de demander sur notre ordonnance radio EOS basse densité, et à ce moment-là, on aura une moindre définition, bien sûr. On ne va pas avoir les critères de recherche, de signes de maladie de croissance ou autres, mais sur un suivi d'angle, de paramètres sagittaux, très très bien. Et donc là, on se retrouve avec un suivi sur des patients, par exemple en corset, quand on veut regarder en corset. Donc oui, il y a des évolutions encore moins irradiantes sur les radios qu'on propose aujourd'hui. Donc vraiment, on va sur quelque chose. La radio est indispensable, on l'a bien compris. Et cette radio EOS, elle est vraiment fabuleuse, tant sur la reconstruction qui va nous donner ces indices,
temps sur ce suivi qui nous permet d'irradier très peu et de répondre aux inquiétudes légitimes des parents et de tout le monde concernant cette irradiation. Et concernant ces nouveaux systèmes, ils sont utilisables sur les anciens NEOS ou ça nécessite un nouvel équipement? Non, c'est utilisable sur les anciens NEOS. C'est une adaptation du système. C'est parfait. Donc on pourrait imaginer que dans le cadre du suivi, ça trouve toute sa place, parce que là on est vraiment dans des taux d'irradiation qui sont très faibles. Ouais. Nous passons tout de suite à la mise en pratique à travers l'analyse des cas cliniques, avec un premier cas clinique, celui de la jeune Chloé, 11 ans, qui a été vue par une infirmière scolaire et qui a noté une asymétrie des plis à la taille et une gibbosité lombaire. Elle consulte son médecin généraliste qui prescrit une première radiographie et confirme l'existence d'une scoliose lombaire modérée à 12 degrés, comme on peut le voir sur la radiographie à l'instant. Il lui prescrit alors 15 séances de rééducation. Malheureusement, cette jeune fille ne consulte à nouveau qu'à 14 ans. La scoliose est alors mesurée à plus de 35 degrés avec une forte rotation. C'est ce que nous pouvons voir sur les deux radiographies mises en parallèle. Elle est maintenant réglée depuis l'âge de 12 ans et son stade Risser est passé de 0 à 4. Quelle prise en charge peut être proposée? Donc ça, c'est un cas qui est cas ancien, une jeune fille que j'avais vue. Mais chaque semaine, je suis confronté à ce type de cas. C'est-à-dire que là, le dépistage, il est parfait. Elle a été vue à l'école à 11 ans, dépistage scolaire, une infirmière scolaire. Elle se plaignait de rien. Et puis, cette infirmière va noter dans son carnet de santé une asymétrie, comme vous l'avez dit, des plis de taille et une gibbosité lombaire. C'est pas facile, on l'a vu tout à l'heure, à dépister une gibbosité lombaire. Donc, conseil d'orientation vers le médecin traitant, médecin généraliste, il confirme, effectivement, et il prescrit légitimement une radiographie, à l'époque ce n'était pas une radiographie EOS, mais peu importe, qui confirme cette scoliose. Une petite chose dont on n'a pas parlé, elle a peu de degrés, 12 degrés. Il a demandé, ce médecin généraliste, à juste titre, une radiographie couchée, ce qui fera le distinguo entre l'attitude scoliotique et la vraie scoliose. Couché, on devrait avoir 0 dans une attitude scoliotique. Et là, on a 11 degrés. C'est-à-dire qu'on a très peu de réductibilité entre la position debout et la position couchée. Ça, c'est un élément d'alerte pour nous. Mais moi, je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Il l'oriente en kinésithérapie, parfait, 15 séances de kinésithérapie, mais malheureusement, il n'y a plus de suivi. Elle a pas mal au dos, elle a fait ses 15 séances, elle va très très bien. Et entre 11 ans et 14 ans, va se passer tout ce point P, cette phase pubertaire, le Risser 0, 1, 2, 2 elle est réglée, 3 et 4, on arrive à Risser 4. Qu'est-ce qui se passe en troisième? Elle est revue par le médecin scolaire, mais là pour des douleurs. Elle est adressée au médecin généraliste qui dit on va refaire une radio, j'ai l'impression que ta scoliose s'est aggravée nettement. Et on avait 12 degrés, on a 35 degrés avec une très forte rotation. Quel dommage d'avoir laissé passer, vous voyez, cette période entre 11 et 14 ans. Cette fenêtre où c'est là qu'il fallait intervenir. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant à 14 ans? Elle a mal au dos. Oui, on va proposer un corset. On sait qu'on va la soulager, mais on sait qu'on ne pourra pas bénéficier d'une prise de taille suffisante pour pouvoir corriger sa scoliose. Donc du coup, on va la laisser à 35 degrés en fin de croissance. Certes, elle aura plus mal au dos à cette époque-là. Elle sera peut-être un peu mieux équilibrée dans le plan frontal. Voilà. Mais on sait que c'est une scoliose à risque pour l'âge adulte parce qu'on a dépassé ce fameux seuil de 30 degrés au niveau lombaire ou dorso-lombaire, qui est une zone à risque pour que ça évolue, parfois à bas bruit, 0,5 ou 1 degré par an. Mais faites le calcul au bout de 20 ans. Mais c'est ça. Et quels sont justement ces risques à long terme? Le risque, c'est cette aggravation progressive, pas forcément douloureuse au départ, mais qui petit à petit, voilà, c'est la même personne qui avait cette scoliose lombaire. Alors d'abord, dorso-lombaire droite, c'est plus inhabituel qu'une lombaire gauche. Ça aussi, c'est un élément d'alerte. Et qui va évoluer sur cette désaxation et va perdre en 20 ans 11 degrés. Mais surtout, désaxation, rotation plus importante et perte de l'équilibre sagittal, plus sa lordose. Sa lordose n'est plus adaptée à son angle d'incidence. Ça, c'est un élément important. Plus du tout. Donc, du coup, on se retrouve avec une jeune femme qui vient d'avoir 2 ou 3 grossesses, qui a un boulot physique, qui a très mal au dos,
on va mettre en place un corset qui va soulager, mais qui ne va pas empêcher cette évolutivité-là. Et c'est un choix longuement discuté avec le chirurgien. Et on a décidé d'opérer. Elle a été opérée, vous voyez, avec un résultat qui est très bon. Elle est corrigée de face, elle est corrigée de profil. Elle a à nouveau un profil, une lordose qui est en lien avec son angle d'incidence, mais au détriment quand même d'une perte de mobilité importante à 46 ans. Parce qu'elle a été opérée aux alentours des 40 ans, je crois. Voilà, donc il aurait suffi, cette jeune fille, bien dépistée, de la revoir 6 mois après, voire 1 an après. On l'aurait laissé toute sa vie à 20 degrés. Et 20 degrés, il y a très peu de risques quand même que ça évolue pour l'âge adulte. C'est tout l'enjeu de cette fenêtre de tir de la croissance. Exactement. Nous passons tout de suite à notre deuxième cas clinique. Vous aviez souhaité nous présenter le cas d'une jeune fille présentant une scoliose dorsale droite très évolutive qui va nécessiter justement un traitement chirurgical. Je vous laisse nous commenter les images. Oui, alors, pareil, on est sur le dépistage à 11 ans. On revient à ce dépistage-là à 11 ans. Mais là, un peu tardif. C'est le prof de danse qui a alerté. Médecin généraliste qui confirme, radio qui confirme, mais d'emblée, c'est un angle important, c'est dorsal, 42 degrés. Alors, autant en dorsal, on dit, je vous ai dit, on ne traite pas forcément plus tôt. Bon, 42 degrés, c'est beaucoup. Donc là, d'emblée, on ne va pas attendre si c'est évolutif ou pas. On va traiter avec un corset. Mais d'emblée, on prévient, il y a quand même beaucoup de rotation. Il y a une perturbation importante déjà de son équilibre sagittal. Sa syphose dorsale est très diminuée. Et donc, du coup, quand cette syphose est très diminuée, quand on a un impact important déjà sur la courbure sagittale, il y a un risque évolutif, malgré le corset. Corset qui a été très très bien porté. Parfaitement porté. Pour nous, ça nous met un peu en échec parce qu'on se dit, on a mis un corset, c'est bien porté, et malgré ça, ça continue à évoluer. C'est ce qui est le cas. En une année, elle a perdu 10 degrés, malgré corset, 23 heures sur 24. Donc on se retrouve avec une scoliose au-delà des 50 degrés. Là, on est dans les chiffres où la chirurgie va s'imposer parce que la capacité respiratoire est déjà réduite. Quand on regarde son profil, elle a un profil qui est tout plat. Donc discussion avec le chirurgien. On est dans cet âge limite où elle est à peine réglée, c'est le moment où il faut le faire. Il n'y a pas de double peine. Ça ne sert à rien de traiter longtemps avec un corset qui s'avère insuffisant, quel que soit le type de corset. On a certaines scolioses dites malignes qui évoluent et qu'il faut traiter avec une correction chirurgicale, donc une arthrodèse dorsale. Merci pour cette mise en pratique. Nous allons passer tout de suite, si vous le voulez bien, à notre dernière séquence, la séquence des conseils de l'expert. Docteur Ebermeyer, si vous aviez 5 conseils à donner à vos confrères généralistes pour améliorer à la fois le dépistage et le suivi des patients présentant une scoliose, quels seraient-ils ? On a parlé beaucoup de dépistage aujourd'hui, c'est mon premier point. Le dépistage doit être précoce. On doit être alerté, le médecin généraliste doit être alerté par les antécédents familiaux. La famille, les nièces, les cousines, est-ce qu'elles ont été traitées ou pas? Donc, alerter les parents, alerter les intervenants kinés ou autres extérieurs. Mais voilà, le dépistage doit être précoce. Ça, c'est un élément important. On l'a dit sur les scolioses lombaires, donc c'est des mesures simples, faire pencher l'enfant en avant, un peu plus pour les lombaires. Mais ça, c'est l'élément primordial d'entrer dans cette pathologie. Deuxième conseil, c'est bien évidemment cette surveillance. On l'a vu au travers du premier cas clinique, si on rate ça, si on rate cette période de surveillance, c'est dommage de l'avoir dépisté et de ne pas pouvoir traiter. Donc la surveillance, en général, c'est à 6 mois. Quand on a un doute, on refait faire une radio. Quand on a la maîtrise de l'examen clinique, on peut se contenter qu'un examen clinique. Nous, parfois, on se contente de l'examen biomode, qui est un examen de prise de mesure externe, de capteur externe. Bon, ça ressemble à une photo, sauf qu'il y a des éléments mesurables cliniquement. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut voir une évolution d'un instant à l'autre. Mais la surveillance s'impose. Le troisième point, c'est l'orientation. À quel moment le médecin doit orienter vers le centre spécialisé? Alors, on a des liens aujourd'hui aussi qui ne sont pas simplement... je réponds souvent à des mails, à des médecins qui ont un doute, ils envoient la radio. Parfois, je leur dis, mais envoyez la radio au secrétariat, je jette un coup d'œil, je donne le caractère d'urgence ou pas. On peut faire ça aussi, bien qu'on ait souvent besoin de voir l'enfant. Mais dès qu'il y a un moindre doute, c'est quand même la radio qui est importante. Et on l'a dit, au travers de cette radio
et hausse, moins d'irradiation, oui, il ne faut pas hésiter à faire une première radio de dépistage. Donc l'orientation vers un centre spécialisé, dès que la radio confirme l'impression du médecin, prenons l'avis. Sauf si on a une scoliose à 20 degrés, à RICER5, dont on sait très bien qu'on ne pourra peut-être pas faire grand-chose, qui ne demande rien à personne. Mais dès qu'on est en période de croissance, notamment dans cette approche pubertaire, oui, je pense qu'il faut demander l'avis du centre spécialisé. Juste une parenthèse sur cet avis, au-delà de la scoliose, on a beaucoup d'enfants qui nous sont adressés pour scoliose et que finalement, ils vont ressortir avec un corset, mais pour autre chose. Parce que le dépistage des troubles de l'équilibre sagittal, le dépistage des maladies de croissance au niveau vertébral, on le fait à cet âge-là. Il est très important et souvent on passe à côté. Ce n'est pas forcément douloureux au départ, ça peut l'être plus tard. Moi je vois des radios à 30 ans ou 40 ans, je peux retracer pratiquement l'histoire du dos. On voit des signes séquelaires de cette maladie de croissance qu'on appelle maladie de Scheuermann au niveau lombaire et dorso-lombaire, qui affecte les cartilages de croissance des plateaux vertébraux, qui les déforme. Et comme il y a une intimité entre ce cartilage de croissance et le disque intervertébral, ça atteint le disque. Et donc la conséquence, c'est des discopathies précoces. Et donc cette personne de 30 ans qui revient pour des lombalgies, je dis mais vous n'avez pas forcé un peu sur votre dos quand vous étiez adolescent? Ah oui, j'étais basketteur de haut niveau, etc. Voilà, on a l'histoire et on a la dégradation future. On a fait une étude, j'ai la chance d'avoir été dans le suivi du pôle France de gymnastique à Saint-Étienne ou de la Fédération française de ski des jeunes skieurs. Sur 100 skieurs vus à un instant T, 30% avaient une maladie de croissance. Donc retenez qu'un travail physique ou un effort physique important sur cette période de croissance importante impacte le cartilage de croissance. Le suivi tout au long de la vie, c'est le 4e conseil, parce qu'on l'a dit, de l'enfance à l'âge adulte, voire à la camptocormie finale du patient plus âgé. Il faut toujours être vigilant, il y a des moments clés, après des grossesses, au moment de la ménopause, au moment du vieillissement. Oui, c'est des moments clés où il faut resurveiller la scoliose, et c'est un conseil qu'il faut donner régulièrement à nos patients. Puis le dernier conseil, c'est la confiance. C'est la confiance qu'on doit avoir, que le patient... Moi, je m'adresse souvent à l'enfant quand on va mettre en place un corset. C'est la confiance entre l'enfant, l'équipe qui va le suivre, la confiance avec les parents, c'est important. La confiance que nous, on doit avoir avec notre orthoprothésiste et puis toute l'équipe qui est autour, qui est le gage de notre réussite. Et puis je tenais à vous remercier de votre confiance à vous, de m'avoir permis de vous parler de cette expérience. Merci beaucoup. Docteur Ebermeyer, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie de nous avoir fait partager votre expertise et d'avoir été aussi didactique dans vos réponses. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pu y trouver les réponses à vos interrogations. Je vous invite à vous connecter à votre espace personnel sur notre site web. Vous pourrez y télécharger la version complète de la présentation du Dr Ebermeyer, ainsi qu'une sélection bibliographique qui vous permettra de compléter votre formation. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine formation en ligne Masterclass Santé.